Et si, en une seule nuit, la guerre en Ukraine avait basculé vers l'inconnu? Cette interrogation hante désormais stratèges, chancelleries et analystes du monde entier. Ce qui s'est joué récemment excède tout ce que l'on croyait possible sur ce front meurtri. Imaginez, 7 missiles hypersoniques, Kinzhal, synchronisés à la seconde près, ont lacéré le ciel nocturne pour frapper avec une précision inégalée. Jamais auparavant, le monde n'avait observé une telle démonstration de force coordonnée, révélant une nouvelle génération d'armements sur ce territoire en proie à la guerre. Pour mesurer l'impact d'une telle nuit, prenons le temps de rappeler d'autres attaques historiques qui avaient déjà bouleversé des fronts. Souvenez-vous du Blitz sur Londres pendant la Seconde Guerre mondiale, où la coordination des bombardiers allemands, bien que dévastatrice, n'atteignait pas cette rapidité et cette sophistication technologique. Ici, en moins d'une demi-heure, 2 aérodromes majeurs ont été pulvérisés. À Kiev, la stupeur et la peur ont gagné la population comme les décideurs. Nul n'avait anticipé une telle montée en puissance, une telle convergence de technologies mortifères. Les sirènes hurlaient, les abris se remplissaient, mais même les défenses les plus modernes, dignes de milliards de dollars et de longues années de développement, n'ont rien pu faire. Ce n'était pas un simple bombardement. Il s'agissait d'une manœuvre d'une ampleur inédite, visant à la fois les infrastructures militaires, les réseaux énergétiques essentiels, les points de commandement. L'onde de choc a traversé la moitié du pays, plongeant des régions entières dans l'obscurité, paralysant la machine de guerre ukrainienne. Pour certains analystes, c'est le plus grand séisme stratégique depuis le début du conflit, une rupture aussi nette que l'entrée des chars lors de la Blitzkrieg en 1940 ou que l'attaque surprise de Pearl Harbor. En quelques heures, la supériorité technologique russe a fissuré toutes les certitudes occidentales. Sous-estimer cet événement, c'est s'enfermer dans une vision dépassée, au risque de rater le vrai tournant du conflit. Il ne s'agit plus d'une simple guerre de position. Une ère nouvelle, à la fois technique et psychologique, commence et impose un regard radicalement neuf. Qu'est-ce qui rend cette nuit unique, si redoutée par les experts? Plongeons dans l'anatomie de cette frappe pour saisir pourquoi, selon beaucoup, une frontière invisible a été franchie. Imaginez un instant le niveau de coordination nécessaire. Chaque pilote, chaque opérateur radar, chaque unité de commandement travaillant dans une tension extrême, sachant que la moindre erreur de synchronisation compromettrait l'ensemble. Derrière la brutalité des images, chaque détail technique compte. Revenons sur la trajectoire et la cible de chaque missile pour comprendre la portée réelle de cette attaque. Le Kinzhal n'est pas seulement un missile, c'est le fruit d'années de recherche, de tests, de perfectionnement. Il s'élance depuis un MiG-30 éteint, lui-même avion de chasse redouté, et atteint des vitesses si élevées, 10 000 km à l'heure, qu'il entre dans la catégorie des armes hypersoniques. Aussi rapide, il devient presque invisible au radar. Il génère même autour de lui une enveloppe de plasma qui brouille toute détection. Plus grave encore, il est à ce jour totalement inarrêtable par les défenses anti-aériennes traditionnelles. Les systèmes classiques, même les plus récents comme le Patriot, sont impuissants. Le temps de détecter la menace, la cible est déjà pulvérisée. Lors de la guerre du Golfe, les missiles Scud irakiens avaient déjà posé un défi aux défenses américaines. Mais ici, c'est un saut générationnel. Cette attaque n'a rien eu d'improvisé. Il a fallu la coordination parfaite de 7 avions de chasse MiG-30 Etuen, chacun doté d'un Kinzhal. Les pilotes ont ajusté leur trajectoire au millimètre, synchronisant l'instant du tir à la seconde près. Un grain de sable et l'effet de surprise auraient été perdus. Pourtant, cette nuit-là, tout s'est aligné. Chaque missile a frappé quasiment en même temps. Une prouesse qui rappelle la synchronisation des attaques aériennes de l'OTAN pendant la guerre du Kosovo, mais avec une létalité démultipliée. Mais la stratégie ne s'est pas arrêtée là. Tandis que les Kinzhals foncéants, d'autres armes ont saturé le ciel. Des missiles Caliber partis de la mer Noire, capables de frapper à plus de 2000 km avec une précision de quelques mètres, des Iskander lancés depuis le sol, et surtout des centaines de drones gérants, déchaînés en essaim. Ce déluge simultané a noyé les radars ukrainiens sous un flot d'alertes. Repousser un missile hypersonique est déjà une mission impossible. Devoir le faire, alors que pleuvent aussi drones et autres projectiles, c'était jouer une partie perdue d'avance. Pour comprendre l'ampleur de cette saturation, souvenons-nous de l'attaque du dôme de fer israélien submergé par les barrages de roquettes du Hamas en 2021. Ici, l'échelle et la diversité des vecteurs rendent la défense encore plus illusoire. Les cibles n'avaient rien d'anodin. Il s'agissait d'aérodromes stratégiques, pivots de la logistique militaire ukrainienne et points de réception des livraisons occidentales.
L'un de ces sites abritait même un centre nerveux pour les transmissions et le commandement, comparable à ce que furent les bunkers de commandement souterrains de Londres pendant la Seconde Guerre mondiale. En quelques minutes, ces installations vitales ont été réduites à l'état de cratères et de ruines. Pistes d'atterrissage éventrées, hangars soufflés, communications coupées. Le choc a été immédiat, la logistique ukrainienne paralysée. Des images satellites, rapidement diffusées par les médias occidentaux, ont montré des dizaines d'avions détruits, des bâtiments effondrés, des incendies visibles à des kilomètres à la ronde. Pour la première fois depuis le début du conflit, le sentiment d'invulnérabilité des bases arrières a volé en éclats. Sous-estimer la portée de ces armes et l'effet de leur synchronisation, c'est croire que les recettes du passé suffisent encore. Or, la guerre moderne s'est déplacée sur un terrain où la rapidité, la précision et l'effet de masse rendent obsolètes bien des certitudes. Mais que révèle vraiment cette attaque sur l'équilibre militaire du conflit ? Pour le comprendre, il faut disséquer la logique qui se cache derrière ce choix d'armement. Revenons sur la doctrine russe. La guerre de déni d'accès, déjà expérimentée en Syrie, trouve ici sa pleine expression. L'objectif n'est pas seulement de détruire, mais d'interdire toute capacité de riposte ou de reconstruction rapide. Que devient un pays privé soudainement de lumière, d'eau et de logistique en une seule nuit ? Cette question, longtemps théorique, a pris une tournure cauchemardesque pour l'Ukraine. En quelques heures à peine, tout l'équilibre national a vacillé, la vie quotidienne s'est figée. On a vu des files d'attente dignes des pires heures de la Crimée annexée, des hôpitaux obligés de fonctionner à la lueur des lampes frontales, des gares bondées de réfugiés. La méthode utilisée frappe par sa froideur. Des dizaines de missiles ont ciblé la centrale hydroélectrique de Kremenchuk avec une précision glaçante. Plus de 40 frappes concentrées sur un même point, pensées pour briser un nœud vital de l'énergie ukrainienne. Après ce bombardement, la ville s'est retrouvée plongée dans l'obscurité la plus totale, privée d'eau, d'électricité, de repères. 9 régions ont suivi, englouties dans la nuit. À Kiev, les sirènes ont hurlé à de multiples reprises. Les scènes rappellent des souvenirs de siège. Familles entassées dans le métro, files d'attente devant les abris, rues traversées par une tension sourde. Mais la peur ne vient pas seulement du danger immédiat, elle vient de la prise de conscience que le chaos peut tout emporter. Avec la chute de l'électricité, c'est une réaction en chaîne. Usines à l'arrêt, incapacité à produire ou à réparer du matériel militaire, trains bloqués, logistique suspendue. Les hôpitaux fonctionnent au ralenti, menaçant de ne plus pouvoir soigner ni garantir les soins les plus essentiels. La logistique militaire, colonne vertébrale de la défense, se retrouve elle aussi paralysée. Rappelons qu'une situation similaire a failli faire basculer le front italien en 1943, lorsque les Alliés bombardèrent systématiquement les infrastructures de transport et d'énergie. Les conséquences furent catastrophiques pour la résistance locale. De la même façon, ces frappes russes ciblent le cœur névralgique du pays. Face à ce désastre, la communication officielle ukrainienne tente de rassurer. Elle met en avant des interceptions massives de missiles, aligne des chiffres pour afficher une forme de contrôle. Pourtant, la réalité saute aux yeux. Quartiers entiers privés d'électricité, écoles fermées, files interminables au point d'eau, et surtout, une lassitude qui s'ancre dans les esprits. Les réseaux sociaux témoignent de cette détresse. Parents cherchant du lait pour leurs enfants, étudiants tentant de réviser à la lumière des bougies, médecins alertant sur la pénurie de générateurs. Le choc, au-delà du matériel, est psychologique. Car au-delà des ruines matérielles, le choc est d'abord psychologique et économique. Le moral des civils vacille, la capacité de produire des munitions et de réparer les équipements fond comme neige au soleil. Chaque heure sans courant rapproche le pays de la paralysie et ronge la confiance dans sa propre résistance. Ignorer ces frappes, c'est ignorer les ressorts invisibles qui font s'effondrer une société. Peur, désorganisation, perte de repères. Parfois, bien plus vite qu'une défaite militaire, le front intérieur cède sous la pression de la terreur et de l'effondrement logistique. Derrière ces destructions visibles, il y a un message à décrypter. Que cherche vraiment Moscou avec cette démonstration de force ? Certains y voient l'avertissement adressé à l'Occident pour le dissuader d'intensifier son aide, d'autres, la volonté de briser la résilience ukrainienne avant une nouvelle offensive terrestre. Au-delà de la violence immédiate, ces attaques révèlent une stratégie pensée pour saper la résilience ukrainienne à long terme. Mais quel levier reste-t-il à Kiev pour répondre à cette nouvelle réalité ? Peut-on encore résister face à une puissance technologique écrasante ? Cette interrogation s'impose désormais dans les états-majors et chancelleries européennes, tant la nuit dernière a bouleversé la donne en Ukraine.
Moscou n'a pas tardé à réagir à l'escalade occidentale. En riposte à l'aide militaire accrue et à l'autorisation d'utiliser des missiles longue portée, la Russie a frappé avec une brutalité inédite. Missiles hypersoniques, Kinzhal, essaims de drones, frappes coordonnées, l'arsenal russe semble désormais inatteignable pour la défense ukrainienne. L'asymétrie est flagrante et sème le doute sur la stratégie de soutien occidentale. Au-delà des destructions matérielles, c'est une guerre psychologique qui s'intensifie. La vitesse et la précision des attaques russes provoquent une onde de choc dans les rangs ukrainiens. Les témoignages de découragement se multiplient, certains évoquant déjà l'exode, des ruptures dans la chaîne de commandement et des tensions politiques croissantes à Kiev. Les fissures internes deviennent visibles à mesure que la pression militaire s'accroît. La panique gagne parfois jusqu'aux plus hauts responsables, alors que la population s'interroge sur la viabilité d'une résistance prolongée. En Europe, le discours évolue dans l'urgence. La France plaide pour la diplomatie et la désescalade, l'Allemagne s'inquiète de l'impact économique sur son industrie et ses chaînes d'approvisionnement. L'Italie, plus prudente, souligne les limites du soutien militaire à Kiev et les risques d'une confrontation directe avec Moscou. Des débats, jadis feutrés, éclatent désormais au grand jour au Parlement européen. Face à cette nouvelle réalité, 3 scénarios majeurs se dessinent. D'abord, celui d'une capitulation ukrainienne, sous l'effet conjugué de la guerre psychologique, des pertes matérielles et d'un isolement progressif. Ensuite, la perspective d'un enlisement. Kiev tiendrait grâce à un flot continu d'armes occidentales, mais au prix d'un coût humain et économique insoutenable. Enfin, le scénario le plus redouté, une escalade incontrôlée, susceptible d'entraîner l'OTAN dans un engrenage de riposte, aux conséquences incalculables pour le continent. Pour les décideurs, comme pour l'opinion, ignorer ce bouleversement technologique, c'est courir le risque de politiques inefficaces, voire désastreuses. Persister dans l'illusion d'une parité stratégique, c'est gaspiller des milliards sans espoir réel de changer l'issue, tout en accroissant les dangers pour la stabilité européenne. Une question demeure, quelle marge de manœuvre reste-t-il vraiment à l'Ukraine et à l'Occident ? Dans ce contexte électrique, chaque décision prise à l'Ouest peut désormais accélérer ou retarder un basculement irréversible. L'heure n'est plus aux demi-mesures, c'est la survie de la stratégie occidentale qui se joue. La guerre a basculé. Après une nuit où 7 missiles Kinzhal et une pluie de drones ont frappé, la supériorité technologique russe n'est plus une menace abstraite, mais une force qui s'exerce avec précision, à toute heure, en tout lieu. L'illusion de la maîtrise s'évapore. L'Ukraine comme l'Occident doivent revoir d'urgence leurs priorités. Il ne suffit plus de renforcer les soldats en première ligne. Chaque ville, chaque infrastructure vitale doit désormais apprendre à encaisser le choc, à survivre au chaos, à renaître des ruines. Les chiffres s'imposent, 7 Kinzhal en une nuit, des dizaines de cibles anéanties, des réseaux stratégiques réduits en cendres. Ce rythme peut devenir la norme. L'usure ne frappe plus seulement les militaires, mais toute la société exposée, épuisée, sidérée par cette violence répétée. L'arsenal anti-aérien occidental s'amenuise. Les réparations engloutissent des milliards tandis que les populations vivent sous l'ombre permanente de nouvelles frappes. Les annonces triomphantes, les bilans d'interception ne masquent plus la réalité. Les destructions s'accumulent, palpables, indéniables. Chaque centrale détruite, chaque ville plongée dans l'obscurité, rappelle que la guerre moderne se joue autant sur la capacité à encaisser qu'à frapper. L'endurance civile devient le nerf du conflit. Le seuil de rupture approche. L'économie s'épuise, la population chancelle. S'enfermer dans les slogans ou miser sur de futurs renforts ne fait que retarder une remise en question devenue vitale. Ce que chacun doit saisir, citoyen, analyste, décideur, c'est que la guerre ne s'arrête plus à la ligne de front. Elle infiltre le quotidien, l'économie, l'esprit. Refuser d'ajuster ses analyses, c'est choisir l'échec, l'isolement, la perte d'influence. Ceux qui s'accrochent à de vieilles certitudes finiront dépassés, aveuglés, hors du temps. Pour comprendre ce nouveau visage de la guerre, il faut plonger au cœur des conséquences humaines et stratégiques que ces frappes laissent derrière elles. C'est là que se joue la survie et peut-être la transformation de tout un peuple. Si la vérité surgit des ruines, pourquoi refuser de la voir ? Les images de cette nuit d'apocalypse, aérodromes éventrés, centrales électriques plongées dans le noir, ne sont pas de la fiction. En quelques heures, un basculement longtemps nié s'est imposé. La supériorité technologique change la guerre et nul ne peut plus l'ignorer. S'accrocher au déni, c'est choisir l'aveuglement plutôt que l'adaptation. En Occident comme à Kiev, analystes et décideurs ont persisté à croire en une guerre d'usure, missiles contre missiles, soldats contre soldats.
Mais cette nuit, tout a changé. Les missiles hypersoniques Kinzhal, épaulés par des essaims de drones et de missiles de croisière, ont saturé la défense aérienne ukrainienne. Quelques jours plus tôt, une telle coordination semblait impossible. Pourtant, la démonstration est implacable. 7 aéronefs tirent simultanément 7 missiles à des vitesses inarrêtables. Quand un radar perçoit une menace, une autre frappe déjà. Devant cette réalité, les milliards investis dans les systèmes occidentaux paraissent soudain dérisoires. Ce n'est pas seulement une affaire de destruction matérielle. C'est tout le cadre de lecture stratégique qui vacille. L'Ukraine, privée en une nuit de son énergie et de ses réseaux de commandement, se retrouve sans les outils de la guerre moderne. Plus grave encore, la psychologie collective vacille. Que reste-t-il d'une stratégie patiemment bâtie, effondrée sous la première vague d'une technologie inattendue ? Persister dans le déni, c'est s'exposer à une série de désastres prévisibles, argent englouti dans des défenses inefficaces, réputation ternie par la propagande, sécurité régionale fragilisée, et surtout, temps précieux perdu tandis que l'adversaire progresse. Refuser d'ouvrir les yeux, c'est accepter un prochain choc encore plus brutal. Alors, quelle voie reste-t-il ? Ni panique, ni immobilisme. Il faut repenser l'approche, admettre que l'équilibre stratégique vole en éclats et que la technologie impose de nouvelles priorités. Diplomatie, économie de guerre, rôle réel de l'Occident, tout doit être réévalué à la lumière de cette nouvelle réalité. Les ruines de cette nuit ne sont pas qu'un symbole de supériorité russe. Elles sont un appel à la lucidité collective. La vraie question, continuerons-nous à investir par orgueil dans des solutions obsolètes ou aurons-nous le courage de regarder la réalité en face ? Ce moment de vérité peut ouvrir un nouveau départ, mais seulement si l'on refuse de le laisser filer, car l'histoire ne pardonne pas l'aveuglement. Décideurs, experts, citoyens, il est temps d'exiger des réponses honnêtes, de reconsidérer les choix et de ne plus camoufler l'évidence sous une rhétorique creuse. L'adaptation est la seule issue, pour l'Ukraine, pour l'Occident et pour comprendre vraiment la guerre moderne. La nuit dernière fut un tournant, mais une question subsiste. Qui saura apprendre et qui restera prisonnier de ses illusions ? Pour aller plus loin, il est essentiel de s'intéresser aux pistes d'adaptation concrètes. Premièrement, l'Ukraine doit investir dans la décentralisation de ses infrastructures. Cela signifie multiplier les sources d'énergie locales, installer des microcentrales, sécuriser les réseaux de communication par satellite et diversifier les modes de transport. Des villes comme Mariupol ou Kharkiv pourraient devenir des laboratoires de résilience, en expérimentant la production d'électricité autonome ou la mise en place de réseaux de communication alternatifs, à l'image de ce que la Grande-Bretagne a fait durant le Blitz, où des centrales mobiles et des générateurs improvisés ont permis de maintenir l'effort de guerre. Deuxièmement, renforcer la formation de la population civile à la gestion de crise. Des ateliers de premiers secours, des exercices d'évacuation, la constitution de stocks de vivres et de médicaments, tous ces gestes répétés à grande échelle peuvent ralentir l'effondrement social. L'exemple de la Finlande pendant la Seconde Guerre mondiale, où la mobilisation générale et l'organisation communautaire ont permis de résister à un envahisseur technologiquement supérieur, devrait inspirer Kiev. Troisièmement, l'Occident doit repenser son aide. Plutôt que de multiplier les systèmes d'armes coûteux et vulnérables, il s'agit de miser sur l'innovation numérique, la guerre électronique, le brouillage des communications adverses et la capacité à disperser les centres de décision. Une coopération renforcée entre spécialistes européens, américains et ukrainiens pour développer des contre-mesures adaptées pourrait offrir une chance de rééquilibrer le rapport de force. Enfin, une réflexion politique s'impose. L'Ukraine et ses alliés doivent peser le pour et le contre d'une poursuite de la guerre à tout prix. Ouvrir un canal diplomatique, même discret, pourrait permettre de gagner un temps précieux, de négocier des pauses humanitaires ou de préparer la reconstruction sur des bases plus solides. L'exemple du cessez-le-feu en Corée, obtenu après des années d'impasse militaire, montre qu'une négociation, même imparfaite, peut parfois préserver l'essentiel. Ce n'est qu'en combinant adaptation, innovation et lucidité que l'Ukraine et plus largement l'Europe pourront éviter le pire. La guerre moderne est une épreuve totale qui exige de penser au-delà des canons et des missiles. C'est une bataille pour la cohésion sociale, la flexibilité technologique et l'endurance morale. La nuit des Kinzhal restera dans l'histoire comme un signal d'alarme. Reste à savoir qui aura le courage d'y répondre, et qui, au contraire, préférera détourner le regard jusqu'au prochain choc.
L'avenir du conflit, et peut-être celui du continent, se joue dans cette capacité collective à apprendre, s'adapter et oser rompre avec les certitudes d'hier.